parlant de réveil, la guerre commerciale, en parlant de réveil, parce qu'il reste 10 jours à l'Europe pour trouver un accord avec Trump. Vous savez, c'est le 9 juillet que la pause de 90 jours de Trump prend fin. C'était le 9 avril qu'il avait décrété ce moratoire. C'était une semaine après le jour de la libération, le 2 avril, vous savez, quand il s'était pointé à la Maison-Blanche avec son grand tableau. Écoutez, Emmanuel Macron qui disait encore en fin de semaine, on veut une réponse rapide, on veut une réaction rapide des Européens. La France défend une conclusion rapide d'un accord. Nous ne sommes pas pour que cela dure éternellement. Je le dis pas simplement de manière principielle, mais intéressée. Parce qu'en fait, tant que l'accord n'est pas conclu, les tarifs exorbitants dans certains secteurs sont appliqués. Donc, ce n'est pas bon pour nous. Donc, on a un intérêt à aller vite. Donc, il faut aller vite. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord d'ici le 9 juillet ? Donc, droit de douane de 10% sur l'Europe, comme tout le monde, plus 20% supplémentaires, voire 50% sur un grand nombre de produits. C'est ce qu'a promis éventuellement Trump dans le pire des cas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est proche d'un accord à une semaine, 10 jours ? Il n'y a pas d'unité européenne sur ce sujet, on est d'accord, Frédéric. Il n'y a pas d'unité européenne. Le commissaire européen au commerce prend l'avion demain à Washington à 8 jours de l'échéance. Qu'est-ce qui va aller arracher là-bas au nom des 27, franchement Oui, donc il n'y a pas d'unité, il n'y en a jamais eu. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un jour, d'ailleurs, parce que, en fait, chaque pays raconte une histoire économique différente. C'est-à-dire, quand on est la France, on a une demande intérieure qui est profonde. Quand on est les Pays-Bas, évidemment, on est plus libre-échangiste parce qu'on n'a pas une demande intérieure profonde. Donc, évidemment, on est intéressé d'aller voir, à l'extérieur. Ce qui est normal. Donc, on n'a pas les mêmes stratégies. Donc, en plus, l'Europe se trouve en position de vulnérabilité parce qu'elle a suivi en termes de stratégie le choix allemand, c'est-à-dire le tout sur la compétitivité, sur l'export, la puissance néo-mercantile qu'est l'Allemagne, etc. Oui. Bon, et donc, c'est pour cela que Trump est très fâché à l'égard de l'Allemagne, est très fâché à l'égard des Chinois aussi, et que, fondamentalement, qu'est-ce qui explique que l'Europe est excédentaire par rapport à ses voisins? C'est tout simplement parce qu'on a écrasé la demande interne, donc on est allé chercher la demande des autres. Oui, mais les Allemands sont en train de virer à 180 degrés. Donc, ce qui n'est pas inintéressant, mais attention, il faut faire attention à l'Allemagne, parce que l'Allemagne, quand elle est en difficulté, ce qui est son cas en ce moment, elle est très habile parce qu'elle sait mobiliser les institutions européennes à son service. Ça, c'est son histoire, elle sait très bien le faire. Elle l'a fait à la fin des années 90. Petit rappel quand même historique, très rapide avant de revenir sur Trump. À la fin des années 90, je vous rappelle qui avait les excédents commerciaux, c'était nous, et qui était le malade de l'Europe, c'était l'Allemagne. Oui. Donc l'Allemagne a dit, j'ai une super idée, je vais faire du non coopératif parce que je sais faire. Alors elle a fait du non coopératif comment ? Elle a revisité son état-providence pour que le coût du travail baisse violemment. Elle a fait des délocalisations de proximité chez les Hongrois, chez les Polonais, et ensuite elle a bénéficié d'un euro qui était plus faible que le mark. Oui. Résultat des courses, ces trois trucs à la fois, elle l'a fait contre ses deux rivaux habituels, l'Italie et la France. Qui s'est retrouvé déficitaire après et ensuite excédentaire ? C'était effectivement les Allemands. Pendant que nous, on essayait de leur courir après, en n'y arrivant pas, parce qu'on avait une monnaie surévaluée par rapport à la nôtre, il faut jamais oublier, l'époque de l'euro-fort a tué l'industrie française. Jusqu'en 2008, c'était catastrophique cette affaire. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation, évidemment, qu'est-ce qu'on attend des Américains ? Surtout qu'en plus, le problème avec Trump, c'est comme il change tout le temps d'idée, on ne sait jamais que l'accord de lundi ne vaut plus mardi en tant que tel, c'est très difficile. Et y a-t-il un intérêt commun européen ? Non. Et sur quoi ? Non, je ne crois pas qu'il y en ait un. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une espèce de marginalisation à deux niveaux de l'Europe en ce moment, qui est la chose suivante, c'est-à-dire marginalisation géopolitique, parce qu'on le voit en ce moment dans les affaires du monde où l'Europe a carrément disparu, et de l'autre côté, économiquement, on est en train de subir parce qu'on n'a pas de stratégie commune. C'est assez intéressant de voir que les Français sont assez va en guerre, alors que les Allemands, qui eux ont annoncé leur gros bazooka à 850 milliards d'euros, vont désormais faire en sorte que la croissance soit tirée par l'interne. Voilà. Bien sûr. Donc ils sont beaucoup plus open avec... Voilà, je ne veux pas occuper tout le terrain, mais je veux dire, il y a plusieurs stratégies de croissance. La stratégie de croissance qu'on a choisie, qui était la stratégie allemande, c'est de tirer la croissance par les exports. Oui. Bon, et de négliger la demande interne. Tiens, les Allemands redécouvrent la demande interne. Oui. Et vous nous dites, voilà. Nicolas. Oui, effectivement, c'est épineux comme sujet. On est dans le commerce, donc c'est la compétence de l'Union européenne. Et l'Union européenne est divisée. Frédéric a parlé des Allemands, qui sont pour l'apaisement. Il y a aussi les Italiens. Pourquoi ? Parce qu'ils commercent beaucoup. Et nous, on commerce un peu moins, donc on a une stratégie un peu va-t-en-guerre. Alors, face à Trump, il y a deux stratégies. Et il y a celle de Grande-Bretagne. On cherche à trouver un accord, aussi imparfait soit-il. Qui n'est pas dans l'Europe. Qui n'est pas dans l'Europe. Et puis, il y a les Chinois qui ont dit... qui ont négocié sec, façon virile, et qui ont répondu point pour point. Et puis, il y a eu un partout, la balle au centre. Alors, l'Europe, le problème, c'est qu'on ne sait pas négocier dur.
Pour autant, on a quelques billes. On en achète beaucoup de GNL. On achète la moitié de la production de GNL américain. On en achetait plus, visiblement. Quand même, hein. Et puis, il y a des choses, je suis désolé de le dire, je vais fâcher certains, mais qu'on pourrait sacrifier. Dans les dernières années, on a fait toute une série de politiques publiques européennes. Par exemple, la taxe GAFA. Vous savez, on a raconté au grand public que les Américains ne payaient pas d'impôts, ce qui était faux. Et qu'on allait taxer les entreprises américaines, ce qui était faux, parce que finalement, la taxe GAFA, on a levé 750 millions qui sont payés par les consommateurs. Hein. Oui. C'est vous et nous qui payons la taxe GAFA quand on utilise notre téléphone. Ça a laissé une très mauvaise image aux États-Unis. On devrait négocier et dire, écoutez, ça vous agace, nous, on ne veut pas de vos droits de douane, faisons un deal. Je vous donne d'autres exemples. On a été les champions de la réglementation. Pourquoi ? Parce que dans la tech, on est perdu, parce qu'on n'a pas de capital, et donc c'est les autres qui font. Donc on a développé RGPD. Soit dit en passant, RGPD, on peut être très content par certains aspects, mais si on n'a aucune IA et aucun modèle apprenant en Europe, c'est parce que comme on a organisé le non-partage de la donnée, on n'a rien pu développer, parce que pour faire ces modèles-là, il faut avoir de la donnée pour alimenter. On pourrait très bien dire, écoutez, moins de droits de douane, mais on vous embête moins avec RGPD. On a aussi fait DMA, DSA, toute une série de choses. Parce que l'idée, c'était de pénaliser ceux qui étaient en avance. L'idée de Trump est de faire sauter tout ça. Et pour moi, le vrai sujet, c'est quoi ? C'est que la révolution de demain, c'est l'IA. Elle est aux États-Unis. Elle est en Chine. On est en train de disparaître de la phase économique du monde. Donc, ma stratégie, ça serait de dire, on négocie avec les Américains, on lâche toutes ces choses, taxe GAFA, DMA, DSA, pour les amadouer, et on se focalise sur la recréation de capital en Europe pour être dans la course de demain. Marc Landré. Oui, Eric Schmidt disait au mois de décembre dernier, lors des entretiens de Royaumont, you're losing the game. C'est-à-dire que sur l'IA, il a dit ça, c'est pas la peine, vous avez déjà perdu. Donc continuez à réglementer si vous voulez, faites l'IA Act, de toute façon, vous avez déjà perdu. Donc les capitaux, ils sont chez nous, et le développement, il est chez nous. Moi, je pense que c'est plus vicieux que ça, la stratégie de Trump. Effectivement, Frédéric, vous avez raison, on ne comprend pas ce qu'il fait. Il change d'avis comme de chemise, comme de chaussettes, et donc ce qui est vrai un jour ne l'est pas le lendemain. Mais je crois que son vrai ennemi, c'est la Chine. L'Europe, ils s'en foutent. Bien sûr, l'Europe n'existe plus. Donc à la limite, que l'Europe ne contracte pas, ils sont contre-fous. Lui, ce qu'il veut, c'est pousser les États individuels à contracter directement avec les États-Unis, ce qui marquerait la fin de l'Union européenne d'un point de vue bloc commercial, qui reste quand même un bloc qui fait 24% du PIB et quelques mondial, 500 millions et c'est quand même 420 millions de consommateurs. Oui. Donc, s'il peut diviser encore un petit peu plus l'Europe, il le fera. En revanche, je ne crois pas, parce que pour l'instant, tout ce qu'il a dit, il ne l'a pas fait en matière commerciale. Je ne crois pas au fait qu'il maintienne le coup près au 9 juillet. Je pense qu'il va repousser. Alors, Scott Bessent a dit possible report à septembre, le secrétaire à septembre, pour laisser un petit peu plus de temps, et notamment aux différents États. Et on voit que Mélanie, elle s'est déjà engouffrée dans la brèche. C'est pas la première fois qu'elle dit, mais attendez, on va les négocier directement avec Trump, parce que ce qu'il dit n'est pas totalement con. Et donc, nous, on a un intérêt à quitter, enfin non pas à ne pas jouer la stratégie de l'Europe pour aller défendre directement nos intérêts. Je pense que le premier qui va le faire va se faire tirer dessus par les autres, mais il va très fortement être suivi par tous les autres. On parle de plus en plus d'un nouveau report au 1er septembre, début septembre, effectivement, de cette échéance du 9 juillet, effectivement. Voilà, affaire à suivre, bien évidemment. 19h32, on marque une petite pause, on revient dans 2 minutes.